ça, ce hamac? Ah, c'est pour les feignants professionnels. Le travail, c'est la santé. Thierry F. a 44 ans, il vit au crochet des Acédiques depuis 25 ans. Si je travaillais pour le SMIC, j'y perdrais. Donc, il vaut mieux pas travailler et profiter du système, quoi. Profiteurs du système, faux chômeurs, RMistes bidons et malades imaginaires, la fraude sociale coûte chaque année plusieurs milliards d'euros à l'État français. Bonjour madame Ruotolo. Marie-Paul est enquêtrice à la caisse d'allocation familiale de Toulon. Elle traque les faux RMistes. Monsieur est pour moi au domicile, vous n'avez pas droit au RMI. Quoi? Monsieur est salarié. La CAF, ils ont pété des câbles ou quoi? Laisse-toi avec ça. Oh non, on file le monsieur pour ça. Ah non, je Regardez, je suis au sang. Jean-Paul est inspecteur à l'URSSAF, un métier parfois dangereux. C'est un nid de fraudeur. C'est des gens qui ne déclarent rien. Ce serait pour vous mandater si possible pour une contre-visite médicale sur Cannes. Le docteur Ernaud est médecin expert. Il contrôle les arrêts maladie des salariés. Allô, monsieur Kerr? Oui. C'est pour un contrôle médical. Oui. Ça vous arrive souvent d'être arrêté? Bah, ce qui se trouve, c'est que je suis plus tout jeune, j'ai 43 ans maintenant, et je suis un petit peu plus souvent malade, voilà, c'est tout. Bien, je dirai là, À mon avis, il n'est pas justifié qu'il soit arrêté pendant 10 jours. Aux Comores, à 10 000 km de la France, des aigrefins ont trouvé le moyen d'escroquer la sécurité sociale grâce à des fausses factures d'hospitalisation. Christian Job est ambassadeur de France aux Comores. Solidarité, oui. Pillage de la sécurité sociale, non. Bonsoir. Les uns profitent à l'excès de l'assurance chômage, les autres fraudent le RMI, d'autres encore fabriquent des arrêts maladie bidons. Des milliards d'euros leur sont versés chaque année par les organismes de protection sociale. À Toulon, à Paris, à Nice et jusqu'aux Comores, Jacques Aragonès, Cyril Aboudjian et Khaled Senoussi ont suivi les inspecteurs de la sécurité sociale et les contrôleurs de la caisse d'allocation familiale qui traquent les fraudeurs. Les arrêts maladie abusifs coûtent cher, eux aussi, à la sécurité sociale et pénalisent les entreprises. Spécialité française, le nombre record d'arrêts maladie, 231 millions de jours d'arrêt maladie en 2006. De plus en plus d'employeurs réagissent et font appel à des cabinets privés pour débusquer les tirs au flanc. Enfin, le système de protection sociale à la française favorise-t-il l'assistanat? Pourquoi des centaines de milliers de Français préfèrent-ils profiter des organismes sociaux plutôt que de travailler? Comment en est-on arrivé là? Voici l'enquête de Jacques Aragonès et de l'équipe du Droit Savoir. Banlieue de Toulon, au cœur d'une cité sensible. C'est vraiment la zone. C'est vraiment la zone. Marie-Paul est enquêtrice à la caisse d'allocation familiale du Var. Elle traque les fraudes aux prestations sociales. Aujourd'hui, elle effectue un contrôle dans un quartier difficile. La police ne va pas dans ces cités, hein. Il y a d'énormes risques pour eux. Nous, on y va. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Bon, il faut avoir du courage quand même. Faut être honnête, il faut avoir du courage, mais bon, je pense que c'est une question de personnalité. On ne montre pas sa peur ou sa crainte quelque part et on va de l'avant. Hein. La femme à qui elle rend visite ce matin vit dans cette barre HLM. Elle déclare vivre seule avec ses 4 enfants et bénéficie à ce titre du RMI familial de 700 €. Voilà, c'est là. Marie-Paul a de sérieux doutes. La famille s'est déjà fait épingler par les contrôleurs de la CAF. Madame Ruotolo, contrôleur de la caisse d'allocation familiale. Non. Vous permettez, je m'assois. Donc, au foyer actuellement, vous avez 4 enfants. Donc, tous vos enfants ont été reconnus par leur père. C'est ce monsieur, je pense. Première surprise, le père de ses enfants semble vivre à domicile. J'ai vu que sur la boîte aux lettres, son nom réapparaît. On ne vit pas ensemble, hein. Il vient souvent pour voir ses petits. Et vous dormez où? Je dors, je me débrouille, je suis assez... Eh oui, non, mais votre nom est sur la boîte aux lettres, donc votre domicile légal, c'est ici. Pour nous, il y a une reprise de vie commune, madame. Parce que j'ai mis une adresse. C'est pas mettre une adresse.
Ce n'est pas mettre une adresse, ça, madame. Pour vous, mais pour moi, je sais que j'ai rien fait. Quelle est votre situation à l'heure actuelle? Moi, je travaille, là. Voilà. Madame, qu'est-ce que vous percevez de chez nous, Isabelle? 700 € de la RMI, quoi, de... Le RMI, vous n'avez pas droit, madame. Quoi? Monsieur est salarié. Mais je vis pas avec lui, on n'est pas en couple, madame, je suis désolée, là. Je suis désolée, madame. Oh, mais non, mais arrêtez. Monsieur est pour moi au domicile, vous n'avez pas droit au RMI. Le RMI est calculé en fonction des revenus de toutes les personnes qui sont domiciliées dans le logement. Monsieur est domicilié dans le logement. Non, il vit pas avec moi. Donc vous refusez? Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je conclurai à une vie maritale. Hein. Je suis franche avec vous. Hein. Oui, mais d'accord. Et qu'est-ce qu'elle va risquer maintenant? On lui versera ses prestations pour les enfants auxquels elle a toujours droit. Ça, c'est normal, puisque ce n'est pas à condition de ressources. Par contre, on certainement supprimera le RMI. Bon, c'est mieux que je me calme, parce que ça va dégénérer ici. Moi, je suis obligé, monsieur, d'appliquer le droit. Il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. C'est pas normal. Mais c'est comme là, elle fait 700 €. Bon, maintenant, moi, ce qu'il y a à faire, s'il faut que je me, comme ils disent, bon, je vais mettre mes revenus avec elle, c'est pareil. Ils vont lui en supprimer, elle va arriver à combien? Vous croyez? À 500 €, avec 500 quoi. €, elle va payer Tous et mes factures, tout moi, je prends de lèvres. Avec 4 enfants? Mais la CAF, ils ont pété des câbles ou quoi? Non, pour moi, j'ai rien. C'est pas la CAF. Je comprends que vous êtes en difficulté financière. Je n'ai pas, si vous voulez, j'ai la possibilité d'éviter des indus pour vous. Vous reconnaissez sur un procès verbal, effectivement, reprise de vie commune à partir d'aujourd'hui. Voilà. À partir d'aujourd'hui. Ça vous évite tous les indus. C'est-à-dire les indus, ça lui évite de rembourser voilà, le RMI pendant... Je lui laisse le bénéfice de toutes les prestations que vous avez perçues. Sinon, je suis obligé d'appliquer purement et simplement la loi depuis que vous avez donné cette domiciliation. Monsieur habite ici. Depuis janvier 2006, je remonte le droit à cette date. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, faites-le, mais on sera moins sans toi. Moi, ça d'accord. Moi, je pense. Ça vous facilitera quand même. Hein. Donc, je note qu'il déclare avoir repris la vie maritale à compter de ce jour. Donc, vous savez que vous n'aurez pas de notification d'indu. Qui ne fraude pas pour s'en sortir. Mais moi, là, je trouve, pour moi, c'est pas une fraude, ça. Je ne vous considère pas fraudeur. Je sais que vous avez fait ça pour essayer de vous en sortir. C'est pourquoi je stoppe la situation, moi, pour essayer, j'ai bien dit, de vous en sortir. Ok? Je ne peux pas vous dire mieux. Bonne journée. Au revoir les enfants et passez de bonnes fêtes. Merci à vous aussi et passez de bonnes fêtes. C'est plutôt de l'abus que de la fraude. C'est des gens qui ont des difficultés financières et qui essaient donc par tout moyen de pouvoir avoir un peu d'argent pour vivre mieux que ce qu'ils vivent habituellement. Mais c'est quand même de la triche. Mais c'est quand même de la triche. Toulon, la CAF du Var. Aide au logement, RMI ou allocation familiale, chaque jour des centaines de personnes se présentent au guichet pour réclamer l'ouverture de droits sociaux. Voilà madame, au revoir. Oui, c'est un dossier de quoi? L'allocation logement? Oui. C'est une première demande? Oui. Au total, près de 60 milliards d'euros d'aides sociales sont versés chaque année à près de 10 millions de Français. La plupart en ont besoin pour joindre les deux bouts. Ce pactole profite aussi à des dizaines de milliers de tricheurs qui se faufilent dans le maquis des aides sociales. Je connais des gens qui perçoivent des droits et non pas, qui appellent les avoir. C'est-à-dire? Allocation logement. C'est facile, on a la maison, on fait ce qu'on a envie, et puis il y a l'argent qui tombe du ciel, c'est pas mal, non? Moi, c'est des escrocs, j'appelle ça un escroc. Voilà, le gars qui vient avec une fausse carte, qui va encaisser les sous de façon irrégulière, pour moi. Pour moi, ça fait ça des escrocs. Les gens sont feignants aussi. Hein. Il y en a plein qui n'ont pas envie de travailler, qui vivent un peu sur le dos de... sur l'État, un petit peu. Ouais, c'est ça. Au hit parade des prestations les plus fraudées, le RMI et l'allocation parents isolés. En 2006, le montant de la fraude avoisine les 22 millions d'euros, chiffre officiel. En réalité, c'est beaucoup plus. Les moyens de contrôle sont en effet insuffisants. À Toulon, par exemple, il n'y a que 8 inspecteurs, dont Marie-Paul, pour contrôler les 165 000 allocataires du département. Au total, ils effectuent 10 000 contrôles par an.
Résultat, une chance sur 15 seulement d'être contrôlé par un inspecteur de la CAF assermenté. Quand vous allez contrôler quelqu'un, un RMiste par exemple, vous vous intéressez, j'imagine, à son train de vie, aux entre guillemets signes extérieurs de richesse, etc. Ça, vous y êtes attentif, j'imagine? Très attentif, hein. C'est un élément très très important du contrôle. Donc on regarde effectivement comment la personne est meublée, comment elle vit, comment elle est même habillée, hein, il faut être juste. Tout le train de vie, en fait, un peu comme travaille un contrôleur des impôts. Hein. Loin des cités HLM délabrées, Marie-Paul s'apprête à contrôler une RMiste au profil atypique. Elle vit dans un quartier résidentiel de Toulon. Donc il s'agit d'une personne qui loue un logement et règle un loyer de 750 € sans charge. Alors qu'à l'heure actuelle, elle n'a en tout et pour tout pour vivre mensuellement, grâce aux prestations que nous me versons, 800 € par mois. Donc nous allons voir comment cette personne peut vivre avec 50 € par mois. Ça peut cacher quoi d'après? Des revenus autres. Alors, il peut y avoir plusieurs choses, hein. Ça peut être des taxes, des loyers peut-être qu'elle perçoit si elle est propriétaire, ou peut-être qu'elle vit avec quelqu'un qui l'aide. Donc là, il va falloir déterminer comment elle vit. Bonjour. Bonjour madame Briotolo, le contrôleur de la CAF. Allô? Oui, au dernier étage. D'accord, je vous remercie. Madame, bonjour. Celui-là? Marie-Paul découvre alors un appartement de bon standing. Donc, je vais prendre le bail en premier. On va commencer par le bail. Donc, vous habitez ici depuis le 1er octobre 2006. Oui. Bon, alors, par contre, moi, j'ai un gros problème sur votre dossier. Hein. Vous avez en tout et pour tout, donc, 77 € de pension alimentaire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous percevez une allocation logement de 331,87 €. Et vous avez un RMI de 468,66 €. Est-ce que vous êtes OK? Oui. On arrive à 867,53 €. Quand vous payez votre loyer, vous faites moins 775 €. Je sais. D'accord? Oui. Alors moi, il faut me prouver comment vous vivez, hein, avec 102,53 € Écoutez, par mois. Je suppose que vous avez un véhicule. Oui. L'assurance du véhicule. Il faut nourrir votre enfant. Oui. Vous vous habillez. Simplement ça. Je me demande comment vous faites avec 102,53 €. Moi, je veux bien, vous me donnez la recette. Non, si vous y arrivez, c'est fabuleux. Non, pas du tout. Donc, vous avez des revenus autres. Aidés par mes parents. Si vous me prouvez que vos parents vous versent de l'argent sur votre compte, je veux le voir. Comme un inspecteur du fisc, elle épluche les relevés de compte bancaire de la jeune femme. Voilà, virement de compte à compte reçu de 1500 €. Oui. Virement 350. Virement 680. Chèque remis 1160 €. Remise voie de chèque 561,09 €. Bon là, ce sont vos dépenses. Vos parents doivent quand même avoir une bonne situation parce que je vois que vous faites beaucoup de cartes. Hein. Bar, le Celtic, Dadou, Conforama, Gansi, Decathlon, Zara, California Chaussures. C'est des magasins où ça coûte cher en plus. J'habille beaucoup ma fille, c'est vrai. California, la moindre paire de chaussures, c'est au minimum 150 € et je suis gentil. C'est pour ma fille. Ça vous paraît démesuré quand on est au RMI, qu'on aille dans les boutiques comme ça un peu chic, etc. C'est ça le problème? Ouais, la California, c'est vraiment une boutique quand même chic. Je trouve que pour cette dame, ce sont des dépenses quand même hors normes. Hein. Hors normes. Moi, j'ai l'habitude que les RMistes, ils vont plutôt s'acheter au plus. Hein. Faut être juste. Cette aide versée par ses parents, on peut la considérer, mais quand elle devient trop régulière et constante, elle devient comme une pension alimentaire. Donc si je tiens compte des revenus de vos parents, vous n'avez plus droit au RMI. Oui, d'accord. Voilà, c'est tout simple. Hein? Quelqu'un qui vient chez vous, regarde comment vous êtes meublé, comment vous êtes logé, va dire elle ne relève pas du RMI. Oui, c'est certain. Donc il faut prendre un petit peu le taureau par les cornes. Il faut absolument... Le RMI sert à une insertion. Je veux bien vous l'accorder pour que vous puissiez, ce qu'on appelle aller de l'avant, trouver un travail et être indépendante. D'accord? C'est pour ça que je veux vous revoir. D'accord. C'est exceptionnel. Vous venez de prendre ce logement, d'accord, vous êtes aidé par vos parents, mais ça ne durera pas. D'accord. D'accord? Allez. Au revoir.
J'ai même posé la question à cette personne, est-ce que vous osez dire que vous percevez le RMI? À ce moment-là, elle a eu les larmes aux yeux et m'a dit non, j'en ai honte. Elle est donc tout à fait consciente de sa situation et elle a reconnu elle-même qu'elle ne pouvait percevoir ce RMI à longue échéance. Elle a reconnu que par rapport aux autres, elle n'était pas dans une situation de précarité. Grâce à ces contrôleurs, l'année dernière, la CAF de Toulon a récupéré 5 millions d'euros de prestations indues. Entre les fraudeurs à la petite semaine et les profiteurs du système, vous allez voir que la frontière est parfois mince. Je m'appelle Thierry, j'ai 45 ans bientôt. Ça fait 25 ans que je suis au chômage, au crochet des acédiques, et que je vis grâce à la bienveillance de mon pays. Je suis propriétaire, j'ai ma voiture, j'ai mon petit confort, modeste mais tranquille. Le travail, c'est la santé. Thierry vit seul et mène une vie tranquille à Roanne dans le Rhône. Sur son CV, il aligne en tout et pour tout 22 mois de travail pour 25 ans de farniente rémunérée par les acédiques. Son exploit, il le raconte dans un livre. Moi, Thierry F., chômeur professionnel. Un pavé dans la mare qui met le doigt sur les failles du système d'indemnisation du chômage. Qu'en pensent les chômeurs de Roanne? Vous avez entendu parler de ce chômeur roannais qui vit au crochet des acédiques depuis 24 ans? Oui, c'est celui qui a bien vécu avec ses indemnités. Oui. Ouais. L'histoire du mec qui arrive à se faire payer par les acédiques sans chercher de boulot, quoi. Il trouve toutes les combines pour pas travailler, quoi, en gros. Il donne les techniques dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a dit qu'il était propriétaire d'un... Alors que nous, on n'arrive même pas à élever nos gamins, lui, bon, il sait gérer. C'est pas de la fraude, ouais, c'est histoire d'être malin, quoi, il est malin. Ça me choque pas du tout, hein, tant mieux pour lui. Il a profité du système, puisque c'est des glandus. Je suis désolé du terme, mais c'est des glandus. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont comme ça, qui sont comme lui. Alors ici, on se trouve chez moi, c'est un studio de 27 mètres carrés, 30 mètres avec le balcon. Et c'est un studio que j'ai acheté il y a 2 ans et demi. C'est mon allocation logement qui paye pratiquement la totalité de ma mensualité. Sur 180 €, la caisse d'allocation familiale me rembourse 155. Ah ouais. Donc finalement, cet appartement, il vous revient 23 € par mois. 23 € par mois. J'ai un petit balcon de 4 ou 5 mètres carrés. Avec une vue bien dégagée. Avec une belle vue dégagée. Vue sur les arbres, la végétation. Un appartement payé grâce aux allocations logement, une vie sponsorisée par les acédiques depuis 24 ans. Comment Thierry réussit-il à gruger le système depuis si longtemps? En fait, vous allez découvrir que pour en arriver à ce niveau-là, Thierry n'a pas chômé. Pour percevoir chaque mois les acédiques, il doit donner l'impression à la NPE qu'il effectue une recherche active du travail. C'est l'expression consacrée. Regardez dans les journaux, chômeur, c'est un travail. Ça commence chaque lundi par un rituel immuable, la lecture des petites annonces. À la NPE, il faut pouvoir prouver qu'on recherche un emploi. Donc, il faut des réponses d'employeurs. Bien sûr, je m'arrange toujours pour qu'elles soient négatives. Pour écœurer les employeurs, Thierry a élaboré une stratégie. Il a potassé tous les guides pratiques. Comment réussir son CV ou sa lettre de motivation? Ça explique comment bien réussir sa lettre de motivation et son CV. Donc, moi, je fais le contraire. Voilà, le grand jour arrive. Comment s'habiller? Savoir se vendre, c'est aussi savoir s'habiller. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Et lorsqu'il obtient, bien malgré lui, un rendez-vous avec un employeur, il sort son accoutrement de circonstance. C'est la règle numéro 1. Quand j'ai des entretiens, je mets toujours des vêtements un peu, disons, un peu démodés, pour faire voir que je suis plus dans l'actif, quoi. Je suis un peu dans le retrait. Et donc, par exemple, je prends ce pull je trouve qui est plus à la mode, et je change de lunettes. Comme ça, je prends des vieilles lunettes, un peu à la Humorosi. Et quand je mets ces lunettes, mes amis ou ma famille m'ont dit oh, tu prends au moins 10 ou 15 ans quand tu prends des lunettes comme ça. Et pour les employeurs, maintenant, il faut toujours paraître jeune, motivé. Règle numéro 2, comment rater à coup sûr son entretien d'embauche? Normalement, il faut parler de l'entreprise. Alors moi, souvent, je fais des petites erreurs. Par exemple, quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un qui est dans l'électroménager, je lui dis j'aime bien ce que vous faites,
D'ailleurs, j'ai une télévision de votre marque, alors qu'ils ne feront pas de télé. Enfin, c'est un exemple. Donc, il reste là, comme ça, il dit ça, non, celui-là, il a mal étudié son sujet, quoi. Et ça marche depuis 20 ans, 25 ans. Entre ses assédiques et les allocations familiales, Thierry perçoit près de 700 € par mois et surtout, à ce titre, il bénéficie de toute une série d'aides sociales. Il en a compté pas moins de 51. Eh ben, il y a les allocations familiales, il y a la CMU complémentaire, il y a la prime de Noël, il y a les avantages tarifaires sur l'EDF, France Télécom, les transports, exonération de taxes d'habitation, taxes foncières. Et si vous comptez tout ça, si je travaillais pour le SMIC, j'y perdrais. Donc il vaut mieux pas travailler et profiter du système, quoi. Thierry s'est évertué à comptabiliser tout ce que l'État lui a versé depuis 24 ans. Au niveau des assédiques, j'en suis à 122 000 € à peu près. Et allocation familiale, logement, donc, j'en suis vers les 60 000 €. Le travail, c'est la santé. Grâce aux assédiques, il a pu se payer ce coupé sport acheté d'occasion, bien loin du cliché du chômeur qui trime dans les transports en commun. Finalement, vous êtes propriétaire, vous avez une maison, vous avez une voiture, tout ça sans travailler. Tout ça sans travailler, seulement en profitant de ses droits. Je suis un profiteur, je ne suis pas un fraudeur. Je fais la différence. C'est quoi la différence, justement? La différence, c'est que je respecte les lois, la législation. Je ne fais pas de faux papiers, je ne fais pas de faux documents. S'il existe un endroit qu'il connaît bien depuis 25 ans, c'est la NPE de Roanne. Depuis 1980, où je viens, où j'ai eu des rendez-vous, j'ai jamais été reçu 2 fois par la même personne. Ça, c'est incroyable, quoi. Donc, je viens depuis 25 ans, mais personne ne me connaît. Alors vous êtes un bon client, on peut dire. Alors que je suis un bon client, très fidèle. Au pire, vous risquez quoi si vous démasquez, finalement? Alors, d'être radié, je pense. Hein, parce que comme j'ai jamais fait de faux papiers, de faux documents, c'est ma mauvaise foi, quoi. Mais en mauvaise foi, bon... Ça va pas chercher bien loin. Ça va pas chercher bien loin. Dans l'agence de la NPE de Roanne, test sur le livre de Thierry F. auprès des responsables. Je pourrais voir le responsable de l'agence. Ben, il n'est pas là, il est en cité, pourquoi? On fait un reportage en fait sur le livre qui est sorti là, Thierry F. C'est pour ça que... Vous le connaissez? Le fameux? Non, je le connais pas. Je pourrais vous donner aucune info et personne ne pourra le faire en fait. Ici? Ouais. Pour quelle raison vous communiquez pas là-dessus? Ouais. Le message est clair, le sujet est sensible, silence radio. Bonjour. En fin d'après-midi, toujours en pleine forme, Thierry retrouve ses amis qui rentrent du boulot. C'est pour qui ça, ce hamac? Ah, c'est pour les feignants professionnels. Les professionnels du farniente. Viens te reposer là, toi. Tu as dû avoir une grosse journée. Il faut que tu te reposes. Tu sais qu'il faut pas que tu forces trop ces temps-ci en plus. Hein? Voilà, mec. Voilà. Vous le charriez souvent comme ça? Oh oui, bah au lieu d'eux là. Bah on est tout le temps à chercher mutuellement. C'est que des jaloux, c'est pour ça. Voilà. Vous lui avez sorti le hamac. Ah bah c'est le réflexe systématique. Putain. C'est un peu ses outils de travail, on va dire. C'est pas trop dur, Thierry, la vie, non? Non, ça va, non, ça va. Faudrait qu'on arrive à trouver une feuille là, pour lui faire un peu de... Finalement, tous les trois, vous travaillez, donc vous êtes entourés que de travailleurs. Hein, oui. On peut dire que c'est nous qui le nourrissons, quelque part. Voilà. Avec les cotisations. Voilà, tout à fait. Ah ouais, voilà, ouais. Tout à fait. Pour arriver à en profiter comme il l'a fait, il fallait bien qu'il y ait des possibilités de le faire. Voilà, exactement. Donc c'est bien qu'il y ait des raisons, qu'il y ait des gens derrière qui font des lois qui sont pas réellement pour pousser les gens à chercher réellement du travail. Ceux qui veulent vraiment pas en trouver, ils sont pas forcés de le faire. Et ils arrivent à vivre correctement. Jusqu'à aujourd'hui, Thierry F. n'a toujours pas été démasqué. Et il y a, à vrai dire, peu de chances pour qu'il le soit un jour. Depuis quelque temps, les tricheurs de sa dimension ne sont plus la priorité des assédiques. Le parlementaire s'inquiète de la hausse des fraudes à l'assurance chômage. Elle a déjà coûté 140 millions d'euros aux assédiques. Les escroqueries les plus importantes reposent généralement sur la création de sociétés fictives. Alors comment les escrocs parviennent-ils à berner à l'échelle industrielle les assédiques? Comment des milliers de faux chômeurs réussissent-ils à se faire indemniser pendant des mois? Tout ça part probablement de la fraude individuelle.
qui ensuite, puisqu'elle était assez facile finalement, a donné l'idée à des gens d'organiser ça de manière industrielle et très très organisée. L'idée des escrocs, je pense, ça a été de dire, c'est très facile de créer une société en France, une coquille vide, et bien à ce moment-là on crée une coquille vide, ça prend quelques minutes, une fois qu'on l'a créée, on crée des faux salariés. Des faux salariés qui sont pour la plupart dans la précarité et que les rabatteurs recrutent dans les bars des quartiers populaires des grandes villes. Personne ne croisant les fichiers, eh ben ces salariés, personne ne va vérifier s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Voilà, et puis ensuite on va déposer le kit acédique. Le kit acédique, c'est en fait un dossier complet qu'on remet aux salariés bidons. À l'intérieur, on trouve des faux bulletins de salaire, un faux contrat de travail, une lettre de licenciement et une attestation acédique. Le kit est vendu autour de 1 500 € et rapporte en moyenne 10 fois plus. Le kit est administrativement parfait, la société existe, on vérifie, elle existe. Voilà, elle est dans le bâtiment, elle est dans la confection, oui, elle est dans le bâtiment, la confection, elle est hébergée à tel endroit, oui. Bon, et puis ensuite, bah, écoutez, vous avez été au chômage, bah, écoutez, bien sûr, on vous ouvre vos droits. Bonne organisation d'escrocs. Un escroc, c'est fait pour profiter d'une situation de faiblesse. Donc ils ont trouvé que les systèmes sociaux français avaient des faiblesses et ils se sont organisés en conséquence. Première étape de l'escroquerie, la création d'une société fantôme. En fait, une coquille vide. Le plus souvent, elles sont hébergées par des sociétés de domiciliation peu scrupuleuses. Les escrocs s'en servent comme simple boîte aux lettres. Sur Paris, certaines domiciliations sont dans le collimateur de Lucien Contou et de son équipe d'inspecteurs de l'URSSAF. Les domiciliations auraient servi de plaque tournante aux escrocs des acédiques. Vous allez comprendre pourquoi. L'inspection de l'URSSAF ainsi que la présence de la caméra n'est pas du goût d'un client de la domiciliation qui le fait comprendre en termes clairs. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, monsieur Contou de l'URSSAF, le chef de la division de lutte contre le travail illégal. Nous faisons un contrôle. Vous êtes le gérant de la société? Oui, oui. Donc monsieur travaille ici? Oui, oui, monsieur est déclaré et tout. Oui, donc on va vérifier tout ça et d'autres... Reste-toi comme ça. Voilà. Je suis le monsieur de l'URSSAF. Non, je n'ai rien à... Je suis le monsieur de l'URSSAF. Non, arrêtez. Reste-toi, mec. Reste-toi. Mais qui c'est ce monsieur? Qui c'est ce monsieur? Ça suffit, là. C'est bon. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Monsieur, arrêtez. Tu me filmes ou pas? Quelle société? Vous me donnez le dossier de ce monsieur. Est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de problème, monsieur. Monsieur, vous restez là, vous donnez vos papiers, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas... Non, monsieur. Si, monsieur. Vous n'êtes pas de la police. Bon, appelle-la. Vous restez là, appelle-la, la police. Téléphone au commissariat, tout de suite. Appelez le commissariat tout de suite. Appelle la police vite avant qu'il s'échappe. Je ne m'échappe pas. Non, c'est quoi? Mais vous restez là, monsieur. Et le monsieur là. Mais reste. Pousse-toi. Oh là là, là-haut. Mais reste. Putain, non, mais vous allez me donner son dossier à ce monsieur. Tout de suite. On va prendre le dossier. Putain, monsieur, vous me le trouvez? Oui. Monsieur, c'est un nouveau client, ça se voit, non? Oui, non. C'est un nouveau client, tu parles. Votre domiciliation, elle est toujours aussi recommandable, je vois. Regardez, je suis en sang. Mais c'est pas de ma faute, monsieur. Ouais, c'est ça, c'est pas de ma faute. C'est de la mienne, peut-être. En fait, Jean-Paul a été blessé au cuir chevelu par le client violent qui s'est saisi de la perche du preneur de son pour frapper l'enquêteur de l'URSSAF. Regarde, que t'as du sang. Tu veux un mouchoir? Bah oui, j'en ai partout, là. Bon, vous allez me donner déjà, la liste de vos clients. Tous les clients. Il y a combien de sociétés qui sont hébergées ici? Vous avez tous là. Regardez. Voilà, tout ça, c'est des clients. Chaque dossier est un client. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 entreprises. 900 sociétés domiciliées dans un local de 60 mètres carrés et une pyramide de courrier à même le sol. Au départ, les domiciliations commerciales ont été instituées pour aider à la création d'entreprises et parce que bon, souvent les immeubles bourgeois interdisaient l'installation de sociétés dans des appartements. Mais bon, c'est vrai que le système de domiciliation, qui est tout à fait louable, a été dévoyé au fur et à mesure et ne sert finalement que de fusible entre les entreprises et l'administration, qui ne joue pas le jeu et qui ne nous aide absolument pas. Ils devraient nous communiquer où sont les pièces comptables de chaque société. Or ici,
Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Tout est clair, tout est net chez nous, monsieur. Je paye mes impôts et je paye tout. C'est la domiciliation la plus pourrie de France et de Navarre. C'est-à-dire que là, donc il y avait... moi, précédemment, j'ai fait une vingtaine ou une trentaine d'obstacles à contrôle dans cette domiciliation. On a déjà eu des problèmes avec des gens, parce que c'est des gens, c'est un nid de fraudeurs. C'est des gens qui ne déclarent rien, qui minorent, et bon, ils viennent chercher leur courrier, et si vous voulez, ça fait écran de fumée, parce qu'on ne sait pas où ils travaillent. Donc pour les trouver, ces gens-là, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas. Et pourquoi dans les grosses affaires de fraude aux acédiques, on peut montrer du doigt ces sociétés de domiciliation? Mais parce qu'elles ont servi à créer des kits acédiques. En fait, toutes ces officines, il y a à part des grandes domiciliations qui sont à peu près correctes, mais il y en a d'autres, il y a des officines, ce qu'on appelle des officines, qui ne sont créées que pour aider tout un tas d'entreprises à frauder. C'est-à-dire, à partir du moment où elles ont une adresse, elles ont payé 1 an de loyer, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, elles sont dans la nature. Palais de justice de Paris. 53 faux chômeurs sont poursuivis pour escroquerie à l'assurance chômage en bande organisée. Ils comparaissent devant la 13e chambre du tribunal correctionnel. Plus de 500 000 € ont été détournés. Cerveau de l'escroquerie, cet homme, Jackie Giordano. Ancien producteur de musique des années disco, aujourd'hui, il ne nie pas son implication dans l'affaire. Je ne suis pas rentré dans ce système-là de tout cas. Vous assumez votre responsabilité? Absolument. À l'époque, avec ses complices, Giordano crée une dizaine de sociétés fictives et les utilise comme paravent pour escroquer l'assurance chômage. Il recrute une cinquantaine de faux salariés pour leur vendre les fameux kits acédiques. Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Est-ce que vous étiez dans un état de nécessité, que vous avez besoin d'argent, qu'on cherche à comprendre? À l'époque, on cherchait du boulot, on a rencontré des gens peut-être qu'il ne fallait pas rencontrer. Dans des contextes, moi personnellement, j'ai rencontré ce monsieur en prison. Et en prison, c'est soit tu tournes avec des braqueurs, soit tu tournes avec des gens qui font des choses et qui sont dans des activités. Moi, on m'a dit qu'il était dans le show business. Donc, show business, ça veut dire des belles femmes, des belles filles, de la cocaïne, de la belle vie. Donc, on est sorti de prison et on s'est retrouvé en la finale dans des embrouilles. J'ai déposé mon dossier aux acédiques. Il y a eu un refus catégorique parce qu'ils ont fait des recherches. Il s'avère que la société, c'était une société bidon. Et ils m'ont suspendu de mes acédiques. Jackie Giordano et ses rabatteurs vendent le kit acédique 1 500 € pièce aux faux chômeurs. Un bon investissement, puisque pour 1 500 €, on peut obtenir jusqu'à 15 000 €, 20 000 € de versement allocation chômage. Et les personnes qui participent à l'escroquerie reversent une partie des fonds obtenus par le versement des allocations chômage à ceux qui ont organisé et fait les faux. Après une semaine d'audience, jugement du tribunal, Giordano, le cerveau du trafic, est condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes. La majorité des faux chômeurs, eux, récoltent des peines de prison avec sursis. À l'heure actuelle, une trentaine d'affaires d'escroquerie aux acédiques sont instruites en France. Coût présumé du préjudice, 140 millions d'euros. En cause, l'absence en France d'une véritable culture du contrôle. On a fait preuve de beaucoup de laxisme. Voilà, et que ce laxisme, on le paie. Et qu'en vérité, les scandales comme ça, la Cour des comptes en a démonté mais des dizaines et des dizaines. Pour quelles raisons les acédiques ont-elles fait preuve d'un tel laxisme? C'était un peu un sujet tabou. Voilà, on n'en parlait pas trop en France parce que, on voulait pas discréditer les organismes qui géraient ce genre de choses. Il y a une sorte de loi du silence, comme souvent d'ailleurs en France, sur des sujets délicats. On évite d'en parler, ça arrange tout le monde. Une loi du silence qui a longtemps été la règle dans un autre organisme social connu de tous, la sécurité sociale. À tel point qu'il a fallu attendre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 pour qu'un article de loi dise que la fraude à la sécurité sociale était un phénomène préoccupant et fasse obligation aux directeurs de caisse de s'en préoccuper. C'est devenu très impopulaire quand même, tous ces fraudes. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté nationale de remédier à ça. Parce que dans notre système, peut-être on fait trop confiance aux gens. Hein. Et donc il y a des failles. Hein. Martine est enquêtrice à la cellule antifraude de la sécurité sociale de Nice. Ce matin, elle doit contrôler à son domicile une assurée qui ne respecterait pas son arrêt maladie. C'est une lettre de dénonciation qui l'a mise sur la piste. C'est pas très agréable de se dire qu'on travaille sur dénonciation, mais... je sais pas.
Ça a un côté, moralement, quoi, disons, il y a un petit côté... mais... Il y a des relents d'une mauvaise période de Oui, voilà, oui, c'est pas très... Mais bon, d'un autre côté, on a des renseignements, donc on les exploite, nous, à notre niveau. Alors, c'est une personne qui est en arrêt maladie et qui fait des concours hippiques pour une société hippique. Elle fait des compétitions. Donc, bon, évidemment, ça n'est pas permis. Quand vous êtes en arrêt maladie, vous n'avez le droit d'avoir aucune activité, même bénévole, même sportive, même humanitaire, même rien du tout. Là, on a remarqué qu'elle avait participé le 24 novembre. C'est une date où elle est en arrêt. Elle a participé à une compétition. Elle a fait trois prestations. Des concours hippiques. Des concours hippiques, oui. Madame Val ? C'est la sécurité sociale. Voilà, je vous montre ma carte. C'est un contrôle. Donc, vous êtes présente à votre domicile. Et puis, j'ai quelques petites questions à vous poser. Oui. Donc, bon, vous êtes en arrêt jusqu'à quand? Jusqu'au 21... Non, je ne sais plus. Oui, 21 décembre. Moi, ce dont je voulais vous faire part, c'est que vous avez participé à une compétition hippique. Le 24 novembre. 24 novembre. C'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Enfin, un concours, une manifestation. En Italie. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Alors, vous savez que c'est pas compatible avec le paiement des indemnités journalières. Tout à fait. Oui, mais par contre, c'était vrai que c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Et mon médecin m'avait dit que le samedi et le dimanche, le week-end, donc, comment dire, donc on pouvait ne pas respecter, donc c'est pour ça que je suis partie. Mais non. Et le fait d'annuler une compétition qui était une compétition internationale amène beaucoup de frais et beaucoup de démarches, et donc c'est pour ça que c'était quelque chose de prévu depuis très longtemps. C'est pour ça. Je comprends vos explications, mais néanmoins, bon, l'histoire du week-end, ça, on peut vous contrôler. Bon, c'est vrai qu'il y a peu de contrôle le week-end, mais je veux dire, vous êtes tenu de respecter la législation. Les jours de semaine et les week-ends. On n'a pas le droit d'avoir aucune activité sportive dans la mesure où c'est en compétition en plus. Si vous faites quelques mouvements de gymnastique dans votre jardin, bon, ça peut vous faire du bien, mais les compétitions, ça suppose quand même, si vous voulez, une activité importante, enfin physiquement. Donc, dans la mesure où vous êtes malade... Non, bien sûr, mais justement, quand c'était un état dépressif, je pouvais... J'ai bien compris que c'était dépressif. Et ça, par contre, je peux vous demander comment vous l'avez su, c'est mon employeur qui vous l'a dit. Ben moi, ma direction, ça, je sais pas. Ah ben moi, même si... Ah bon, parce que je suis quand même dans cet état-là par harcèlement moral de mon employeur. De votre employeur. Je me suis un petit peu doutée, d'après le dossier, qu'il y avait un problème de votre employeur, mais bon, moi, je ne le sais pas, et en plus, même si je le sais, je suis pas autorisée à vous le dire. Non, bien sûr, moi, je vous le dis, donc même si vous le savez au fond de vous, comme ça... Comment il le saurait, votre employeur, vous avez fait une compétition? Bah parce que mon employeur, c'est en même temps ma belle-sœur, et ma belle-sœur a décidé de nous détruire à tout niveau. Et comme je suis avec son frère, et qu'il est dans les chevaux, elle a donc réussi pratiquement à lui faire perdre son travail, à lui, et en même temps, donc, voilà. Et elle vous en veut, elle en veut à son frère, pourquoi? C'est pour des raisons, enfin, familiales, oui. Pour que la procédure soit régulière, l'inspectrice de la Sécu doit obtenir sur procès-verbal les aveux de la jeune fille. Donc en fait, là, je vais marquer que j'étais donc au concours. Oui. Donc en fait, ça me met en tort. Oui, mais ça, voilà. Mais vous allez, ce que je voudrais, c'est que vous m'expliquiez pourquoi. Oui. Bon, alors on le fournira. Moi, je vais fournir ça à notre direction, qui après prendra. Bon, vous aurez un avertissement, ça c'est sûr, mais peut-être davantage, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous demande d'expliquer les raisons. D'accord. Alors, je reconnaît avoir participé à une compétition hippique en Italie. C'est pour ça que ça peut être que la directrice qui vous l'a dit, parce que sinon on ne peut pas le savoir. Oui, non, c'est sûr. Donc moi j'aurais très bien pu l'ignorer, le nier. Oui. Aussi, il faut le savoir. Oui. Parce que vous n'avez aucun moyen de le savoir. Oui. Vous en France. D'accord. La suite, je le saurai comment? Vous me contacterez? On vous enverra une lettre. Une lettre, si c'est un avertissement, ça sera une lettre. Et si c'est un indu ou une retenue sur... ça sera une lettre aussi. Oui, voilà. Ça sera une lettre, oui, bien sûr. Bien Vous comprenez qu'il y ait des contrôles comme ça? Ah oui, tout à fait. Non, c'est normal. Oui, ça par contre, c'est normal, parce que c'est vrai que dans certains cas, ayant travaillé pour plusieurs années dans une entreprise où il y a plusieurs salariés, il y en a certains qui sont en arrêt maladie. On se demande pourquoi. Et donc, bien sûr. Moi, j'ai une amie comptable, ça arrive tout le temps. Les arrêts maladie, ils coûtent chaque année 7 milliards d'euros à la sécurité sociale.
Avec 231 millions de jours d'arrêt par an, la France détient le record européen. Un chiffre d'autant plus vertigineux que d'après la CNAM, près d'un arrêt sur 5 est injustifié. Problème, par manque de moyens, la Sécu contrôle rarement les arrêts maladie inférieurs à 2 mois. Le laisser-aller un petit peu de la sécurité sociale elle-même a tout de même entraîné un développement que certains condamnent par ailleurs, un développement des contrôles privés faits par les employeurs eux-mêmes, puisque la loi leur permet de leur côté de contrôler leurs salariés en arrêt de travail. Ne laissez plus l'absentéisme abusif pénaliser votre entreprise. Contrôle médical, Medif. Oui, bonjour, cabinet Medif à l'appareil. L'enquête se poursuit près d'Aix-en-Provence dans une agence de contrôle médical privée au service des employeurs. Un créneau porteur. Pour les patrons, la sécurité sociale fait preuve de laxisme dans le contrôle des arrêts maladie. Alors depuis quelques années, des cabinets privés de ce genre exploitent à fond le filon. En fait, pour qu'on la fasse contrôler par le même médecin. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va faire un contrôle simple, donc un saut domicile. Comme ça, le médecin va voir déjà s'il est présent ou pas. À savoir donc que s'il est absent, vous pouvez suspendre le complément de salaire. La sécurité sociale va plutôt privilégier les contrôles sur les arrêts datant de plus de 60 jours. Nous, on agit quand même sous 24-48 heures. C'est ce qu'attend l'employeur, puisque l'employeur va venir verser un complément de salaire bien souvent à compter de la première journée de l'arrêt. Ça coûte très très cher aux employeurs. Ce serait pour vous mandater, si possible, pour une contre-visite médicale sur Cannes. Le contrôle va être mis en place sous 24-48 heures. On fait ça sur toute la France avec un réseau de plus de 3000 médecins sur toute la France. Parmi ces 3000 médecins contrôleurs, le docteur Ernaud. Aujourd'hui, le cabinet privé l'a mandaté pour contrôler les arrêts maladie de plusieurs salariés de la Poste. Allô, monsieur Claire? Oui. C'est pour un contrôle médical. Oui. À quel étage êtes-vous? Premier étage droite. Merci. Monsieur, bonjour. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Là, j'ai eu la grippe. Ah. Voilà mon ordonnance, enfin, check ça, vous avez. La semaine dernière, j'ai eu une angine, 2 jours, mais j'ai peut-être pas été arrêté suffisamment longtemps. Puis j'ai rechuté là. J'ai rappelé le médecin hier matin et il m'a arrêté jusqu'à lundi prochain inclus. J'ai la grippe là, donc j'ai un antibiotique, Citromax, ainsi qu'un pulvérisateur. Vous toussez beaucoup actuellement? Un peu moins qu'hier quand même. Asseyez-vous, je vous prie. On va peut-être examiner quand même. On va écouter la respiration, si vous permettez. On va écouter. Vous êtes là pour ça, je suppose? Exactement. De la fièvre, vous n'avez plus là? Non. Ouvrez bien la bouche pour respirer. Respirez. Toussez. Bien, vous êtes guéri là. Vous êtes guéri là. Bah, je sais pas. À mon avis, vous l'êtes. Je suis fatigué quand même, attention. Ça, enfin, vous êtes. Vous me croyez ou vous me croyez pas, je suis fatigué. Ça vous arrive souvent d'être arrêté? Ce qui se trouve, c'est que je suis plus tout jeune, j'ai 43 ans maintenant, et je suis un petit peu plus souvent, voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, votre traitement est très bien, et je vous trouve normal. Faut dire que je fais rien. Je vous trouve normal. Je ne fais rien, je lis, je dors. Aujourd'hui, je vous répète que le traitement a l'air d'avoir bien agi, parce que je ne trouve strictement aucun râle dans les bronches, ni dans la trachée, donc je ne peux pas dire que l'arrêt aujourd'hui est justifié. Je n'ai pas d'argument pour le dire. Et vous allez faire ce rapport à la Poste? Et je vais répondre aux questions. Ouais, donc je vais avoir des problèmes. Nous, on a si, je vais avoir des problèmes si vous dites que mon aujourd'hui, c'est pas justifié. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui elle est justifiée. Vous n'aurez pas de problème si vous Parce que c'est le médecin qui a décidé. C'est oui, d'accord, mais on peut être d'un avis différent. Ah oui. Si le salarié refuse de reprendre le travail dès le lendemain, la Poste, son employeur, est en droit de suspendre le complément de salaire qu'elle lui verse pendant son arrêt maladie. Vous trouvez normal qu'on vous contrôle à votre domicile pour savoir si votre arrêt est justifié? Non, je trouve pas ça normal parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille à la Poste, que je suis réglo. Je vois qu'il y a des gens qui ont des passe-droits, qui sont malades 6 mois dans l'année. Je suis pas persuadé qu'ils soient contrôlés. Moi, j'ai le droit systématiquement. Alors, ce que vous dites est très juste. Si les contrôles, c'est parce qu'il y a des gens qui sont absents presque 1 semaine par mois. Mais je remarque, parce que moi, je suis assez sensitif, qu'à chaque fois, c'est toujours le même cirque.
J'ai besoin de m'expliquer sur le fait que je suis malade. J'ai pas le droit d'être malade. Les gens qui sont syndiqués, eux, ils sont tranquilles. Je veux dire. Ça passe comme une lettre à la poste sans jeu de mots. Bon, merci. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci. Bon rétablissement. Merci. Les patients, on est utile pour eux parce que on les force parfois à se rendre compte eux-mêmes de leur propre état. Parce qu'il y en a qui s'incrustent dans une situation de non-travailleurs, ils se plaignent tout le temps et puis ils finissent par obtenir l'invalidité, mais ils ne sont plus valables pour rien. L'arrêt maladie, c'est la voie de garage en fait. Hein. Les cas les plus fréquents sont les salariés qui se mettent en arrêt lorsqu'ils se sont vus refuser un congé, lorsque la société ferme pour congé annuel, ce ne sont pas des congés qu'il a délibérément choisis, lorsque le salarié se va refuser une augmentation de salaire. Vous venez de le voir, il n'y a pas que les sociétés privées qui contrôlent les arrêts maladie de leurs salariés. De plus en plus d'établissements publics ont recours à ces contrôles médicaux d'un nouveau genre. C'est le cas de l'Office HLM de la ville de Colombes, en région parisienne, qui emploie notamment des gardiens d'immeubles et du personnel d'entretien. Confronté à une épidémie d'arrêt maladie dans son organisme, son directeur a décidé de systématiser les contrôles. L'ensemble des heures cumulées d'absence pour maladie ou accident du travail représente chez nous 33 000 heures, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 13 personnes payées à plein temps toute l'année à rester chez elles sur 210 salariés, c'est-à-dire plus de 8% de la masse salariale, ce qui est énorme. Bon nombre de sociétés qui ont fait appel à nos services, qui font du contrôle régulier, systématique, constatent une diminution de 30% de leur taux d'absentéisme. Il y a la peur du gendarme, il y a le côté répressif qui joue derrière, et puis il y a une prise de conscience aussi. Ça leur permet de se rendre à l'évidence que bon, ben, quand on a un petit bobo à la tête, on est capable de prendre un cachet d'aspirine et d'aller travailler et tout se passe bien. On espère beaucoup que ça aura un effet d'entraînement, que ceux qui utilisaient le recours à l'arrêt maladie pour des causes étrangères à ce pourquoi la loi les a prévus, que ceux-là auront compris que l'époque est révolue. Oui. Alors, je suis bien chez monsieur Charlevin ? Oui. Bonjour monsieur, c'est pour un contrôle médical. Oui, allez-y. C'est encore le docteur Ernaud qui a reçu la mission de contrôler un nouvel employé de la Poste. Monsieur, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez, monsieur? En fait, j'ai une épitropie, donc ça s'est apparu donc, il y a 2 ans presque. Et de temps en temps, la douleur elle revient, plus ou moins fortement. Donc c'est ici que j'ai la douleur. Est-ce que vous avez des fourmis dans les doigts? Quand je me réveille le matin. Bien, montrez-moi ça. Tournez-vous un tout petit peu comme ça, voilà, comme ça, le coude. Là, quand vous tournez, je sens la douleur en fait. Là. Et là. Là aussi. La pathologie que vous avez, monsieur, est l'une des plus difficiles à juger. Il n'y a aucun critère objectif. Alors, monsieur, je n'ai pas beaucoup d'arguments pour dire que, médicalement parlant, votre arrêt est justifié. Je n'ai pas d'argument. Alors, on vous a arrêté à partir du 14, donc avant-hier, jusqu'au 22. Le 22, c'est mercredi prochain. Je trouve que c'est un peu long. Il y a 2 ans, il me faisait reprendre assez rapidement, mais quand je reprenais, je me retrouvais exactement dans le même cas de figure. Et après, j'étais obligé de reprendre un congé, reprolonger. Vous avez des douleurs, c'est pas moi qui les sens, mais un arrêt de travail jusqu'au 22 me semble excessif. Reprise anticipée. Nous sommes le jeudi. Le samedi, vous travaillez aussi? On va mettre le samedi, par exemple. Reprise le samedi? C'est pas le meilleur jour pour reprendre. Je vous le dis franchement, parce que c'est là où il y a le plus de boulot, c'est là où il y a le plus de charges, donc c'est pas le meilleur jour. Enfin, après c'est vous qui voyez. Mais, Non, mais il faudra peut-être, monsieur, changer de métier. Oui, mais justement, je suis en cours. Je suis en cours. Bien, monsieur, reposez-vous bien jusqu'à demain. Au revoir, monsieur. Pardon. C'est vraiment la première fois que je me fais contrôler donc à domicile. Et je reste assez sceptique quant à la véracité du contrôle. Et il travaille pour mon employeur. Pour moi, il n'y a rien d'autre. C'est pas parce que vous êtes mandaté par l'employeur que vous perdez votre impartialité? Ah non, absolument pas. Non, pas du tout. Ah non, ça n'aurait plus aucun sens. Médicalement, il n'est pas justifié qu'il soit arrêté, à mon avis. On peut avoir un avis contraire au mien. Mais à mon avis, il n'est pas justifié qu'il soit arrêté pendant 10 jours. Existe-t-il une connivence entre le patient et son médecin traitant?
Le docteur qui a prescrit l'arrêt maladie aux salariés de la Poste réagit. On n'a pas eu le temps de dire que j'ai fait une ordonnance avec une gouttière en résine. Un arrêt de travail jusqu'au 22 me semble excessif. J'aurais mis un mois d'emblée, là je comprendrais, hein. Mais 10 jours... Le fait qu'un confrère remette un petit peu en cause votre diagnostic, c'est pas très agréable, j'imagine. C'est pas très confraternel en plus. Bah oui, c'est pas confraternel, mais je pense qu'il n'avait pas tous les éléments en jeu. Il aurait dû, il est vrai, me contacter. Et j'aurais dit, mais au fait, vous savez que j'ai fait un arrêt de travail parce que je savais pertinemment que la gouttière, on ne va pas l'avoir tout de suite, qu'il faut du temps. Et je ne savais pas quand il aurait effectivement sa gouttière. Bien, monsieur, reposez-vous bien jusqu'à demain. C'est royal. Ça l'a complètement vexé mon patient qu'il se fasse tirer des tirs au flanc. Et est-ce que d'après vous, il peut exister une connivence entre le patient et son médecin traitant? Non, mais le médecin avec son patient est comme un avocat avec son client. Hein. L'avocat prendra toujours le point de vue de son client, défend son point de vue. Il est à peine défendable peut-être, mais il défend quand même, il est là pour ça. Et le médecin contrôleur est forcément du point de vue de sa société qu'il emploie. Donc il faut quand même une garantie des résultats. Sur la masse des arrêts de travail, en grappillant à droite à gauche, il dit, voyez, j'ai économisé 40% des arrêts maladie qui me semblent injustifiés. On ne paye pas, nous, nos médecins pour qu'ils nous donnent de l'arrêt injustifié. On veut une vérité. Pour cette société de contrôle privé, une contre-visite médicale sur 2 débouche sur un arrêt de travail injustifié. Chaque visite est facturée 95 € à l'employeur. 40 € pour le médecin, 55 € pour le cabinet privé. Cette petite entreprise ne connaît pas la crise. En 3 ans d'existence, son chiffre d'affaires a été multiplié par 10, 560 000 € en 2006. Bon après-midi, au revoir. Pourquoi autant d'arrêts maladie sont-ils abusifs? Qui est responsable de cette dérive? Les patients ou les médecins? Parce que là, c'est comme des petits hématomes. Hein. Vous avez des patients qui ont la manie du nomadisme médical. En pratique, le patient vient voir un médecin, il vient avec une démarche de demande, non pas pour consulter, pour avoir l'avis du médecin, mais il vient carrément avec une liste de médicaments, avec des velléités, comme celle d'être arrêté pendant une période bien déterminée, même parfois tenant compte d'une jonglerie avec les congés, donc il y a vraiment tout un business dans ce domaine, qui viennent vers le médecin et qui de 2 choses l'une, soit sont satisfaits et obtiennent ce qu'ils veulent, soit tout simplement vont chez le médecin le plus proche ou un autre, ou le plus tolérant dans les environs et qui généralement est connu par toute la population. Paris, 13e arrondissement. Des patients font le pied de grue devant le cabinet d'un médecin particulier. Vous allez comprendre pourquoi. Vous revenez tout à l'heure, vous revenez tout à l'heure vers 18h, 19h. C'est pas possible de monter là. Non, c'est pas possible de monter. Vous travaillez pour Docteur Exactement. Ah bon? Je suis l'agent. Ah, vous faites le vigile du Docteur Exactement, il y a trop de monde. Je suis pas vous laisser entrer. J'ai jamais vu ça, moi, un docteur qui est un vigile. Il a toujours eu un vigile. Ah bon? Bah bien sûr, pourquoi il s'en a pas comme ça, il est fou lui. Bah ouvre la porte, je vais aller le voir. Face à l'afflux des patients, le vigile commis par le médecin est débordé. Il renonce. À l'intérieur, dans la salle d'attente, pas moins de 30 patients attendent leur tour. L'ambiance est surréaliste. Le médecin lui-même doit faire la police. Et vous passez là-bas, hein. Moi je commence à l'avant là. Filez là-bas tout seul. Allez-y, allez-y. Allez là-bas, s'il vous plaît. Là-bas, pas ici. Là-bas. Il n'y a plus de place là-bas. Vas-y, il y a la place. Vous avez monté alors. Pour tuer le temps, certains patients grillent une cigarette à l'arôme incertain. Toujours comme ça? Toujours comme ça. Après 1h30 d'attente, c'est enfin notre tour. Et là, c'est un ami qui m'envoie parce que voilà, j'ai un petit souci avec mon boss là. Oui. J'ai envie de faire un petit break avec mon patron. Et je suis dans la vente, dans un magasin de. Vous êtes un peu nerveux, disons. J'ai surtout envie de. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de. Donnez-moi vos feuilles de sécu, je leur J'ai ma carte vitale. Oui, c'est vous. Vous avez travaillé hier. J'ai travaillé, ouais. Hier et oui. Aujourd'hui, je dois y aller cet après-midi. C'est ça. Donc on parle d'aujourd'hui.
d'aujourd'hui. Sans même nous avoir examiné, le médecin commence à rédiger l'arrêt maladie. Et ce n'est qu'un début. J'ai fait, j'ai des enfants, j'ai pas envie d'en profiter, quoi. La nuit, vous dormez bien? Ouais. Vous mangez bien? Ça va, il n'y a pas de problème. Là, vous êtes un peu nerveux. Surtout, j'ai envie de faire un petit break, quoi. Et puis c'est vrai, ça fait depuis cet été que je suis pas parti, j'ai pas pris... Vous voulez vous reposer combien de jours? 10 jours, ça va, 10 jours? Parce que je voulais en profiter, je vous dis la vérité, hein, pour partir un peu au ski. Je risque pas d'avoir une visite, un truc. A priori, non. A priori, non. Si vous les on vous a appelés, vous leur dites je dormais ou je sais pas quoi. Et ma femme, elle est dans la même situation que moi. Est-ce que vous, elle n'a pas pu venir, elle devait venir avec moi. Est-ce que vous pouvez lui faire? Mais elle a besoin de moins de jours parce qu'elle peut prendre 2-3 jours de congé. Et ça serait bien de faire la jonction avec l'arrêt maladie. De toute façon, l'arrêt, on est obligé de le lui donner ou à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain. Les 2 jours, elle les prendra. Après, d'accord. Nous, on met 3 jours. D'accord. Vous la faites pour les mêmes motifs? Des contrariétés, quoi. Et moi, vous m'avez arrêté combien de jours alors? Je vous ai arrêté jusqu'au 22. Si jamais je peux prolonger, si jamais j'ai besoin encore... Si ça va pas, vous trouvez que vous êtes encore nerveux, fatigué, tout ça, vous repassez dans les eaux de la faim. Je vous dois combien? 42 €, le prix de 2 consultations, celle du journaliste plutôt sommaire et celle fictive de son épouse que le médecin n'a pas vue, encore moins examinée. Là, vous tombez tout ça et vous faites rembourser. 42. Madame, je ne veux pas mettre de médicaments, vous pouvez lui en donner un peu de chez vous, et elle a un arrêt pas très long, donc c'est pas nécessaire de lui donner... Il faut que j'achète des médicaments là en bas? Ouais, tu vas les chercher, bien sûr. Je suis pas obligé de les prendre. C'est des bons produits que je vous ai donnés. Hein. Oui, mais oui, mais je suis pas malade, quoi. Je suis, enfin, ouais, mais enfin, ça vous fera du bien quand même. Hein. D'accord, ils sont remboursés les médicaments? Oui, bien sûr. Tout est remboursé. Oui, absolument. Et madame, vous pouvez lui en donner un peu. Vous pouvez partager. Merci docteur, hein. Vous me rendez vraiment service, vraiment. Bonne soirée. Merci. Au revoir monsieur. Messieurs, dames, on y va. Merci madame, s'il vous plaît. C'est quoi comme médicament? Ça, c'est un anxiolytique. Mais je suis pas anxieux, moi. Vous êtes pas anxieux? Non. Non, c'est en fait, je lui ai dit, docteur, j'avais besoin de faire un petit break parce que ça va pas trop avec mon patron et tout, mais c'est qu'en fait, j'ai pris tous mes congés. Et il m'a arrangé, quoi. Mais je vais pas prendre des médicaments si je suis pas malade, non? Il vous a mis du magnésium, ça va pas vous faire de mal, ça va vous détendre et puis ça vous passerait de meilleures nuits. Ouais. Mais ça fera pas d'effets secondaires, alors que l'autre, le premier, c'est un anxiolytique vraiment pour le stress. Ah ouais, c'est assez fort? Bah, c'est du Lexomil. Ah ouais. Vous connaissez, vous en avez entendu parler, ouais. C'est particulier chez lui là-haut, hein, la salle et tout, il y a au moins 20 personnes. Ouais, c'est un peu folklore. Hein. Je vous dois combien? 3,15. En préservant l'anonymat du médecin complaisant, la séquence est visionnée par le président du Conseil de l'Ordre qui réagit. Avec mon patron, et je suis dans la vente. La nuit, vous dormez bien? Ouais. Vous mangez bien? Ça va, il n'y a pas de problème. Et vous êtes un peu nerveux? C'est le médecin qui lui trouve le motif de l'arrêt de travail. C'est le médecin qui suscite les réponses. Et puis, il n'y a évidemment aucun examen clinique. Enfin, il a absolument... Ça n'est absolument pas le déroulé normal d'une consultation médicale. Vous voulez vous reposer combien de jours? 10 jours, ça va, 10 jours? J'ai envie de faire un petit break, là. C'est une agence de voyage. Je suis pas obligé de rester chez moi tout le temps. Non. Parce que je voulais en profiter, je vous dis la vérité, hein, pour partir un peu au ski. Je risque pas d'avoir une visite, un truc. A priori, là, c'est extrêmement dangereux et pervers, quelque part, de la part du médecin qui le sait. C'est que si le patient, qui lui n'est pas au courant, part, en l'occurrence au sport d'hiver, et se casse la patte, il est évident qu'il ne sera pas couvert par l'assurance maladie, étant donné qu'il est en arrêt de travail. Et ma femme, elle est dans la même situation que moi. Ce que vous pouvez lui faire, mais elle a besoin de moins de jours, parce qu'elle peut prendre 2-3 jours de congé. Et ça serait bien de faire la jonction avec les maladies. Non, mais 3 jours, d'accord. Ah, c'est encore plus grave, parce que l'épouse n'est pas présente. Donc il ne connaît même pas l'existence. On ne sait même pas s'il connaît l'existence et il ne la connaît pas. Il n'a absolument pas le droit de faire une ordonnance à un conjoint ou, a fortiori,
un arrêt maladie sur des éléments qui sont complètement fictifs, et encore moins faire payer une consultation pour quelqu'un qui n'est absolument pas là. Ils sont remboursés, les médicaments? Que risque un médecin qui dérape à ce point? Ce type de pratique expose le plus souvent à des suspensions temporaires d'exercer qui sont lourdes. Et si en plus de ça, il s'avère que ce médecin a eu des plaintes en pénal ou a déjà un dossier important de plaintes par ailleurs, tout ça va quelque part se cumuler et il peut arriver à un beau jour à être radié. Vous venez de le voir, il y a les médecins qui prescrivent des arrêts maladie bidons ou qui facturent à la Sécu des consultations fictives. Les patients, eux, parfois, ne sont pas en reste. Ordonnances falsifiées, fausse hospitalisation, trafic de médicaments. Certains assurés ne manquent pas d'imagination pour escroquer la sécurité sociale. Nice, baie des Anges. Ce matin-là, les enquêteurs de l'assurance maladie ont de sérieux doutes sur une jeune femme qui fréquente beaucoup les pharmacies. On a un courrier du service médical donc, qui nous informe que le docteur a été contacté par un pharmacien, pharmacie de Faron, qui lui dit qu'une assurée est venue le voir avec une fausse ordonnance à son nom. Donc l'ordonnance lui paraissait suspecte au pharmacien, donc il a téléphoné au docteur, et le docteur ignore tout, et de l'assuré, et de cette ordonnance. Il ne connaît pas du tout. C'est la pharmacienne qui avait repéré cette personne dans un cybercafé, qui se fabriquait les ordonnances au nom de différents docteurs. Pourquoi elle est apparue suspecte, cette ordonnance? Par exemple, là, il devrait y avoir le cachet du docteur, ou alors il faudrait que ça soit beaucoup plus près, déjà. Tout ça nous inquiète. Donc, à partir de là, on va creuser. Parce que si elle revend des médicaments, souvent on le prouve, ça, hein, des personnes qui achètent des médicaments et qui se font brixer des médicaments et qui les revendent. Il peut y avoir le cas d'un trafic de médicaments comme ça existe, des fausses ordonnances? Des fausses ordonnances, généralement c'est surtout des médicaments qui peuvent servir pour des produits de substitution pour les drogués. Et là, c'est le cas, non? Là, c'est un peu le cas. C'est un peu le... Voilà. Madame O ? La jeune femme est venue à la convocation accompagnée de sa mère. Bonjour. Bonjour. Voilà l'objet de votre convocation. Nous avons eu un courrier d'un médecin à propos d'un anomalie sur des prescriptions médicales. Ce docteur nous dit qu'il vous avait vu il y a un certain nombre de mois, en 2007, et que depuis, ces prescriptions médicales n'émanent pas de lui. Alors je souhaiterais avoir votre position, par exemple, sur cette prescription médicale. Ben, honnêtement, je ne sais pas. Parce que lui, les ordonnances qu'il m'a fait, elles sont toujours sur... Parallèlement, la pharmacie nous a signalé vous avoir vu au cybercafé qu'il y a dans la ville de la Californie faire des ordonnances médicales de ce type. Donc je souhaiterais avoir votre position parce que là ce sont absolument... oui, non, puis là c'est des accusations qui sont graves parce qu'au cybercafé j'y vais effectivement, je vais gérer mes comptes sur internet, donc je reste 3 secondes, donc là maintenant dire qu'elle m'a vu derrière et qu'elle... En tout cas, comment vous expliquez que toutes ces ordonnances du docteur sont des faux? Ça c'est une bonne question. Le docteur est catégorique là-dessus, c'est pas lui qui a fait ces ordonnances. C'est même pas ses ordonnances à lui, c'est un montage. Alors, quelle est votre position par rapport à toutes ces fausses ordonnances? Mais je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est vous qui utilisez et construisez ces fausses ordonnances ou pas? Non. Ben non, non. Mais comment je pourrais le faire? Comment ça se fait que c'est pas vous dans la mesure où c'est vous qui vous faites rembourser? J'en sais rien du tout. Moi, je vous dis franchement, à partir du moment où vous pouvez rester sur votre position, moi je ne suis pas là pour vous mettre le couteau sous la gorge, mais nous allons monter un dossier de plainte là-dessus. Hein. Donc, à vous de voir jusqu'où vous voulez que la caisse aille. Hein.
Parce que ça change quoi si je reconnais que c'est moi qui l'ai... Alors je dis voilà, donc c'est moi, je fais... Alors je vais au cybercafé au poste que madame... Vous avez peut-être des explications valables derrière, sincères, je sais pas moi, il y a peut-être une motivation, parce que bon, ça se joue pas sur des grosses sommes, c'est vrai. Est-ce que c'est que pour vous? Est-ce que c'est un trafic? Qu'est-ce qui se passe là? Un trafic de quoi? De médicaments? Non, non, c'est pour moi, non, non, c'est pour moi. S'il y a un problème, il vaut mieux que vous me le disiez maintenant plutôt que d'avoir les flics sur le dos quand même. Hein. Oui, ça serait... voilà, parce que le dépôt de plainte, c'est transmis à la police. Ouais. Alors que la sécurité sociale, bon, on n'est pas là, c'est pas notre job d'être policier. Nous, on est là pour payer ce qui est réglementaire et rien d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire maintenant. C'est à vous de voir. Effectivement, celle-là, si j'ai pu en faire celle-ci. Mais pas, comment dire? Il y en a plusieurs. Alors, pour le moment, j'ai que la déclaration du docteur. J'ai que celle-là, merci. Les autres, vous pouvez aller les voir, il n'y a pas de... Enfin, bon. Voilà. Je vous ai dit d'entrée que je n'étais pas... Dépité, sa mère réalise que sa fille a falsifié des ordonnances. Vous n'avez pas de sac en papier, monsieur? Un sac en papier. Alors, attendez peut-être que... Un petit instant. Elle a des problèmes de santé. La mère ayant fait un malaise, l'audition reprend après quelques minutes. Ce qui m'intéresserait, c'est d'être le plus succinct possible. Voilà, moi je vais vous dire honnêtement, j'en ai fait, mais c'est pour moi. Je ne les revends pas, je me drogue pas avec, j'en fais pas des... Selon madame, il n'y a pas d'autres personnes qui viennent se greffer là-dessus, donc c'est pas un trafic. Je ne sais pas encore, il faudra que je continue, mais selon sa déposition, si je n'arrive à rien, c'est circonscrit juste au cas de madame. Donc c'est limité. À ce moment-là, je pense que les décisions seront moins sévères. Et de vous faire prendre, vous pensez que ça vous a vacciné là? Oui, quand même, hein, ça calme. Vous le referez plus? Oui, non, puis de toute façon, là maintenant, il y a ça, il y a le fait que tout va être épluché maintenant de toute façon dans mon dossier, donc vaut mieux pas que je le refasse. Donc, puis bon, puis ça, oui non, ça calme. Merci. Voilà, merci à vous, merci. On voit qu'au début, elle campait sur ses positions en niant catégoriquement. Classique? Oui. Ouais. C'est assez fréquent et c'est pas toujours évident de trouver le bon moment pour placer le couteau là où on doit le placer pour essayer de faire avancer, débloquer la situation. J'aurais pu rester sur une position de réserve et ça se serait terminé par une déposition qu'elle restait sur sa position. Voyant que ça ne bougeait pas, il a fallu que je force un petit peu. C'est quand même notre argent, hein, c'est le vôtre, c'est le mien. Donc on n'est pas là pour discuter de la validité des soins ou pas. On est là pour dire oui c'est réglable, non c'est pas réglable. Point final. Vous allez constater que bien souvent, la sécurité sociale est bonne payeuse et qu'elle rembourse les yeux fermés. Les Comores, un archipel d'îles situé au sud-est de l'Afrique dans l'océan Indien. Une ancienne colonie française indépendante depuis 1975. Des eaux turquoises, des cocotiers, du sable blanc. Un décor de cartes postales et un pays rongé par une extrême pauvreté où le salaire moyen ne dépasse pas les 50 € par mois. Vous allez découvrir comment, à 10 000 km de l'Hexagone, des escrocs ont trouvé le moyen d'arnaquer pendant des années la sécurité sociale. L'affaire remonte au début des années 2000. Elle met en cause plusieurs centaines de ressortissants comoriens de la diaspora qui vivent en France et qui viennent passer leurs vacances d'été aux Comores. Voici le mode opératoire de l'escroquerie. Vous partez en vacances à l'étranger ou vous êtes originaire d'un pays étranger et vous y retournez en vacances, vous tombez inopinément malade. Ça peut arriver hein, d'être malade en vacances. Donc vous êtes hospitalisé dans un établissement local et vous vous arrangez soit avec des complicités locales, soit parce que vous êtes vous-même un bon fraudeur ou un bon falsificateur, à modifier la facture qui a été établie pour quelques soins que vous avez eu besoin de recevoir,
en une facture beaucoup plus conséquente avec des tas de soins qui n'ont jamais été dispensés. À son retour en France, le malade imaginaire n'a plus qu'à présenter la fausse facture au guichet de la Sécu et à empocher le remboursement. Aux Comores, l'escroquerie qui porterait sur plusieurs millions d'euros a fonctionné pendant des années jusqu'à ce que les services de l'ambassade découvrent le poteau rose et donnent l'alerte. L'ambassade avait signalé qu'il y avait peut-être des tentatives d'escroquerie ou en tout cas une suspicion légitime d'une affaire louche. Les caisses de sécurité sociale nous ont demandé de vérifier l'existence d'un certain nombre de cliniques et également de vérifier la pertinence des factures qui étaient soumises à remboursement. Et alors là, aux surprises, dans certains cas, c'était encore plus cher qu'en métropole. Les factures sont astronomiques, d'autant que l'équipement du pays en matière de santé est d'un autre âge. Les hôpitaux sont délabrés, le matériel médical est archaïque. L'ambassade pressent l'ampleur de l'escroquerie et déclenche une enquête auprès des autorités médicales des Comores. On m'a montré un certain nombre de tarifications qui n'avaient rien à voir avec la tarification en vigueur dans le pays. Je vous donne un exemple tout simple. Une consultation médicale à l'époque était pour la spécialité de 5 000 francs comoriens, c'est-à-dire l'équivalent de, 10 €. Donc c'était pas grand-chose par rapport aux tarifications que j'ai vues, qui dépassaient les 1 000 € et même plus. Et quand on regarde les prix qui sont affichés, enfin c'est absolument extraordinaire, avec des montants en francs français. Avec des montants en francs français qui représentaient vraisemblablement 2 à 3 mois de salaire par ligne de facturation. Cela me paraît exorbitant, extravagant, surréaliste et aurait pu très tôt attirer l'attention, mais nous en avons d'autres, bien évidemment. Vous étiez en train de dire ça aurait dû très tôt attirer, vous n'avez pas fini votre phrase. Décidément, vous voulez absolument me fâcher avec l'administration française. Cela aurait pu plutôt attirer l'attention des pouvoirs de contrôle des organismes qui ont eu à rembourser ces factures. On peut effectivement s'étonner que ces contrôles ne soient pas suffisamment fréquents. Solidarité, oui. Pillage de la sécurité sociale, non. Ce qui paraît encore plus absurde, c'est que la sécurité sociale a remboursé des factures d'établissements qui n'existent pas, comme la clinique de l'ambassadeur ou le cabinet médical Santé pour tous. Bon, la clinique médicale Santé pour tous, je peux vous dire qu'elle n'a jamais existé. Le plus souvent, le nom des médecins comoriens qui figurent sur les fausses factures sont inventés. Pas toujours. Certains médecins indélicats ou non payés par les pouvoirs publics depuis longtemps ont peut-être cédé à cette tentation de facilité ou de monnayer. Tout est possible, encore une fois. Mais en tout cas, je sais... C'est déjà produit une fois. Ça s'est produit une fois, c'est pour cela que j'ai dit tout est possible. Des médecins qui monnaient leurs tampons contre espèces sonnantes et trébuchantes. Nous avons retrouvé le docteur Souef, qui est aussi député. C'est une figure politique de premier plan aux Comores. Son cachet figure sur plusieurs fausses factures. C'est bien vous, docteur Ibrahima Souef? Docteur Ibrahima Souef, oui, c'est moi. C'est votre signature? C'est bien votre tampon? C'est moi, mon cachet. Mais la signature, est-ce que c'est moi qui l'ai fait ou non? Je ne sais pas si on l'a imité ou on l'a pris dans mon sac, on l'a utilisé, je ne sais pas. Mais c'est pas moi qui l'ai mis ça, qui l'ai mis sur le papier. C'est ça ce que je peux dire. Vous êtes formel? Je suis formel. Vous n'êtes pas livré à cette escroquerie à l'époque? Non. Il n'est pas impossible que quelques médecins aient cédé à cette tentation. Non, moi je peux jurer au nom de ma mère, au nom de Dieu, que je n'ai jamais monnayé quelque chose, quoi que ce soit. Des centaines de Comoriens de la diaspora se sont livrés à cette escroquerie. Pour de nombreux observateurs du pays, la majorité d'entre eux n'ont pas conscience de transgresser un interdit. Explication. Je crois que c'est un héritage du système colonial, puisque l'État était vraiment différent du pays. Les gens n'ont pas mauvaise conscience, n'ont pas conscience qu'ils volent quand ils pillent les deniers de l'État.
Et la sécurité sociale, bon, c'est en quelque sorte le dernier de l'État, hein, même si c'est l'État français. Bon, mais les Comoriens aiment tellement les Français qu'ils peuvent les voler un peu. Palais de justice de Pontoise. Vous pouvez rentrer, vous asseoir. Pour le seul Val d'Oise, une vingtaine de Comoriens sont jugés devant le tribunal correctionnel. On leur reproche d'avoir escroqué la sécurité sociale en se faisant rembourser ces fameuses fausses factures. Tous ont été approchés par les deux cerveaux du trafic, aujourd'hui en fuite. Je me suis fait piéger, voilà, par un monsieur qui a organisé l'escroquerie. Il m'a fait une proposition. Il y a une moyenne d'avoir des sous. Il m'a dit, tu étais au bled l'année dernière. Là, je dis, oui, j'étais au bled l'année dernière. Moi, je peux te falsifier une fausse facture comme quoi tu as été hospitalisé là-bas pendant un certain temps. On va marquer un certain somme. La sécu, ils vont te rembourser. Je dis, bon, ça marchait. Vous êtes remboursé combien à peu près? 17 000 francs à l'époque. Et lui, vous lui avez reversé combien? 6 000 francs. Les tentations, il y a des moments que tu ne peux pas t'échapper à ça. Et on vit dans une société, on vit en pauvreté. Et la pauvreté, c'est ce qui pousse à faire n'importe quoi. À l'audience, les prévenus font leur mea culpa. La plupart n'ont pas d'antécédents judiciaires. Le tribunal en tient compte et prononce des peines d'emprisonnement avec sursis et des amendes. Vous avez pris combien? 6 mois avec sursis, plus 2000 € d'amende. Le lendemain du procès, en banlieue parisienne, une famille mise en cause dans l'affaire nous accueille chez elle. Ben, tu peux ramener le piment. Maoulida explique comment son mari, condamné la veille, s'est retrouvé mêlé à ce trafic. Et mon mari, soi-disant, il avait le paludisme. Il a été hospitalisé 4 à 5 jours. Mais ce n'était pas vrai. Tout était faux. Les tampons, les ordonnances, tout ça était faux. Hein. Grâce à cette fausse facture, le mari de Maoulida a empoché près de 4 000 €. Le tribunal l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il a aujourd'hui tout remboursé à la sécurité sociale. Les deux cerveaux du trafic, eux, auraient encaissé plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sont les grands absents du procès. Ils sont en fuite. Ces deux messieurs, ils sont partis aux Comores. Ça fait presque 2 ans et demi, 3 ans qu'ils sont restés là-bas. Hein. Ils ne viennent plus ici. Hein. J'aimerais bien qu'ils payent eux aussi, qu'ils souffrent comme nous on a souffert. Ces deux fugitifs, en fuite aux Comores, font l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 2005. Leurs noms, Bouana El Arif et Omar Soulé. Comment ont-ils réussi à échapper à la justice française? Bénéficient-ils de protection des autorités comoriennes? Moroni, capitale des Comores. Les deux organisateurs du trafic étaient éboueurs à Paris. Dans leur pays, ce sont deux notables. Omar Soulé, tout le monde le connaît sous le nom d'Hachim. Propriétaire de plusieurs magasins de meubles à Moroni, il roule avec ce 4x4 et mène grand train. Le deuxième protagoniste, Bouana El Arif, est conseiller du président de l'île de la Grande Comore. Nous parvenons à établir un contact avec lui. Dans un premier temps, il se dit prêt à nous rencontrer avant de se raviser. Vous m'entendez ou pas? C'est Jacques, le journaliste de TF1. Je cherchais à vous joindre, on vous a appelé. Mais vous avez 5 minutes. Ouais, mais on devait se voir aujourd'hui. Avec Hachim, l'autre fugitif, les rapports se tendent. L'un de ses frères tente d'intimider Ali, notre guide sur place. Mais tu me dis que je dois être prudent par rapport à quoi il peut... Ouais, mais moi, qu'est-ce qu'il va me faire? Ben, il peut me tuer s'il veut, mais il va pas tuer TF1. Bon, c'est un reportage de TF1. Moi, je ne suis que leur guide. Allô? Bon, il passe... Bon, il n'y a plus de réseau là où il entre à la télé. Non, il m'a dit il faut être prudent. Hein. Il faut être prudent parce que le jeune, il est très violent. C'était un voyou. Le lendemain, nous nous rendons malgré tout en caméra cachée chez Hachim. Y a quelqu'un? Il s'est fait construire une grande villa sur les hauteurs de Moroni. Bonjour, on cherche juste à parler 2 minutes avec monsieur Hachim. Il est à côté. Hein? Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Hachim? Ah, on cherche monsieur Hachim. Il n'est pas là. Aïe, il est aussi
Pardon? Je sais pas, c'est votre question. Parce qu'on est en contact avec lui, on est des journalistes français, on voulait le voir, il est au courant. C'est pas ici. Si, c'est ici, on doit... Hachim, le fugitif, habite bien dans cette maison. C'est son jeune frère réputé violent qui monte la garde. D'accord, d'accord. Vous pouvez juste nous dire où c'est? Je vous demande de sortir, monsieur. C'est chez moi. D'accord. Il n'est pas là, d'accord. Laissez-moi tranquille, je suis chez moi. D'accord. Chez moi. On voulait juste discuter, monsieur. C'est tout. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est Hachim? On a pas comme la de Hachim. Non, c'est pas monsieur qui nous a dit. C'est pas monsieur. C'est à côté qu'on nous a dit que c'était ici, la maison à côté. Non, c'est pas vrai. D'accord. D'accord. Le message est clair, notre présence indispose les fugitifs. Les deux cerveaux de l'escroquerie recherchés par la justice française bénéficient-ils aux Comores d'une totale impunité? Sont-ils intouchables? Nous n'allons pas tarder à le comprendre. Des mandats d'arrêt ont été lancés, des commissions rogatoires ont été lancées, aucune n'ont été exécutées. Comment vous l'expliquez? C'est bien sûr pas une question piège. Il existe dans ce pays, comme dans quelques autres pays africains, voire asiatiques, de mauvaises habitudes qui se perpétuent. Qui sont? Qui sont essentiellement de céder à des sollicitations financières qui ne devraient normalement pas exister et qui, en tout état de cause, ne devraient pas influencer les jugements. Je ne peux pas dire que ce soit absolument le cas. Et cette particularité locale, l'ambassadeur n'est pas le seul à l'évoquer. Nous avons une société qui est vraiment, effectivement, où il y a la notabilité. Hein. En tout cas, c'est lui qui a le poids financier ou le poids politique. Il peut toujours influencer dans certaines décisions. Quand tu es riche dans un pays pauvre, tu es l'ami de tout le monde. Les deux fugitifs ont-ils fait jouer leurs amitiés pour que la justice comorienne les protège? Question au procureur de la République. Écoutez bien sa version des faits. Le dossier composé de la Commission rogatoire internationale et des deux mandats d'arrêt est bien parvenu au tribunal de Moroni. Les deux mandats d'arrêt sont donc bien parvenus au palais de justice de Moroni. Mais alors, qu'est devenu le dossier? Il n'est pas au parquet, j'ai vérifié. Il n'est pas au cabinet du juge d'instruction qui était censé l'avoir reçu. Donc le dossier a disparu. Le procureur de la République vous a dit que le dossier était aujourd'hui invisible et qu'il avait sans doute disparu. Et vous voulez ma réaction? Je vous dirais que c'est étrange, cette répétition de circonstances et la disparition systématique des dossiers un petit peu épineux. Je ne saurais trop conseiller à la justice française de me ressaisir à nouveau en m'envoyant une nouvelle ou un duplicata de la commission rogatoire de façon à demander à la justice de la mettre à exécution. Peut-être cette fois-ci obtiendrons-nous satisfaction. Au terme de l'enquête, nous apprenons que le procureur général comorien qui centralise tous les dossiers vient du même village que Hachim, l'un des deux cerveaux du trafic. Je peux rien dire, je le connais, qu'il est de mon village, mais je n'étais même pas au courant que cette personne a été recherchée ou cette personne a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Je le connais comme ça, comme quelqu'un de mon village. On se rencontre ici, comme on est dans un petit pays, on peut se connaître comme ça sans pour autant qu'on sache que telle personne est poursuivie pour tel chef d'inculpation ou tel autre. Donc c'est pas parce qu'il est de votre village que vous le protégerez? Pas du tout. Pas du tout. Difficile à croire, d'autant que le procureur oublie de préciser que le fameux Hachim est en fait son beau-frère. Pour finir cette enquête, ce commentaire. Les fraudes et les exagérations aux frais médicaux pèsent lourd sur les déficits des régimes sociaux. Pour alléger ces déficits et sait-on jamais les faire disparaître, il faut sans doute renforcer les contrôles. Mais il faut aussi modifier les mentalités à l'égard d'un système d'assistance destiné à protéger les plus fragiles et non à engraisser les plus malins. D'autre part, certaines pratiques, comme celle des parachutes dorés versés au départ de quelques grands chefs d'entreprise, peuvent, à juste titre, choquer les salariés moins bien lotis. Voilà, ce droit de savoir est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé et écouté. Bonsoir.